Surnommée la ville aux 1000 tours et 1000 clochers, André Breton la nomma d'ailleurs capitale magique de l'Europe. En son sein, d'aucuns nous ont rapporté les faits historiques dont elle fut le témoin. D'autres ont pris plaisir à nous conter les légendes qui y naquirent, mais peu relatèrent les mystères et autres singuliers événements tapis au sein de ces ruelles. Que ça soit la date de sa construction, son orientation, les événements qui s'y déroulèrent ou encore les objets qui seraient dissimulés, tout dans cet édifice est empreint d'ésotérisme, de magie et de légende. Construit au XIVe afin de remplacer le pont Judith qui était emporté par les crues en amont, la première pierre est posée le 9 juillet 1357 à 5h31, essentiellement pour des raisons liées à l'astrologie. Ces dates se révèlent en fait être un palindrome, le nombre 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1, pouvant se lire de gauche à droite et inversement. De plus, les chiffres 1, 3, 5 et 7 additionnés donnent le nombre 16, comme les 16 arcs du pont. Parmi les 30 statues de saints, qui d'ailleurs ne furent rajoutées qu'aux environs du XVIe siècle, il y a celle représentant Népomucène. Celui-ci fut jeté du haut du pont, sur ordre du roi Venceslas IV, pour avoir refusé de divulguer les propos tenus par la reine Sophie en confession. Cependant, comme ce pauvre Népomucène n'était pas une sorcière et donc n'était pas fait en bois, il ne flotta pas comme un canard et se noya dans le fleuve. À la verticale de l'endroit où fut retrouvé le corps, apparut dans le ciel une couronne faite de 5 étoiles. D'autres légendes font écho d'un templier qui aurait caché un trésor dans un des piliers du pont, car c'est bien connu, quand tu es templier, tu passes ton temps à cacher les trésors. Les piliers du pont serviraient également de cachette à un marteau ayant servi à la construction de la tour de Babel, et tant qu'on y est, à un morceau de la couronne du roi Salomon. Comme il n'y a pas que les astronogeeks qui lèvent les yeux au ciel pour y voir des choses, on ne peut s'empêcher de remarquer que bon nombre de façades sont ornées de fresques et autres décorations particulières. Sur un axe est-ouest traversant la ville, on peut tracer une route qui symbolise le processus alchimique. Cette voie royale est jonchée de ça de là de signes disposés pour les observateurs avertis. Parmi ceux-ci, vous verrez... Même s'il est souvent important de lever les yeux, il ne faut cependant pas omettre de regarder ses pieds sous peine de rater également des choses intéressantes ou tout simplement pour éviter de marcher dans quelques substances fort malodorantes. C'est sur la place de l'hôtel de ville que bon nombre de touristes piétinent sans s'en rendre compte le méridien de Prague. Cette ligne en laiton, traversant la place du nord au sud, permettait de lire l'heure au Moyen-Âge grâce à l'ombre projetée par la colonne Mariinsky dont l'emplacement est encore signalé par des pavés plus clairs. Artiste emblématique de Prague, David Černý a un talent provocateur indéniable. Le détournement des codes et la dérision suppurante de ses œuvres font de lui un sculpteur que j'aurais envie de qualifier de punk. D'ailleurs, faut être bien rebelle pour repeindre en rose le char soviétique qui était érigé sur un piédestal, tel un symbole de la libération de la ville par l'armée rouge. Rebellitude qui lui a valu quelques jours de prison et un passage direct par la case célébrité immédiate. Disséminées un peu partout dans la ville, vous ne pourrez pas manquer ces réalisations. D'une part, parce qu'elles sont en général monumentales, et d'autre part, car les sentiments qu'elles inspirent ne vous laisseront pas de marbre.
Restons encore un peu dans le monde de la sculpture et rendons-nous à la Bibliothèque nationale où est visible une tour creuse faite de 8000 livres. Un trompe-l'œil astucieux lui donnant en plus un semblant d'infinité. De l'artiste Matthew Screen, cette œuvre d'art porte le nom d'Idiome, la colonne du savoir. Juste en face de la bibliothèque trône une statue de Darth Vader, le représentant debout, même pour un Sith. C'est en effet le surnom populaire donné à cette imposante représentation allégorique d'un chevalier pétrifié dont l'histoire a lié à la rue Platnirchka, littéralement rue des armuriers. Et quand il y a plus de consonnes que de voyelles, moi je m'en sors pas. Ce soldat, portant une armure noire imposante, déambulait souvent dans ce quartier afin de se rendre régulièrement chez le forgeron dont il s'offrait les services tantôt pour réparer et tantôt pour lustrer sa cuirasse. Mais au plus profond de son cœur, son intérêt était bien plus dirigé vers la progéniture de l'armurier et pourtant, la fille du forgeron avait bien souvent repoussé les avances incessantes du chevalier. Mais en cette journée blafarde d'automne, ce fut une fois de trop. Se laissant envahir par le côté obscur, il l'agrippa et lui enfonça son énorme sabre, la laissant agonisante dans une mare de sang. Celle-ci, en rendant son dernier souffle, maudit à jamais le surineur, qui se changea en statue de pierre, pétrifiée pour l'éternité. Et puisqu'on parle de pétrification, autant vous raconter une autre histoire du même acabit. Quand on est fils de couvreur, et que notre ouvrage nous amène à réparer le toit de l'église Saint-Martin-d'Amur, il n'est pas avisé de se moquer ouvertement des prêtres en contrebas, et encore moins de s'en prendre à un homme de Dieu étant occupé à donner l'extrême-onction. En conséquence, nous voilà transformés en gargouilles grimaçantes à l'endroit même de notre méfait. On ne pourra que conclure que parfois Dieu, il a un humour de merde. À droite, en entrant dans l'église Saint-Jean-le-Majeur, pend une main desséchée accrochée par une chaîne au plafond. Celle-ci appartenait à un voleur qui s'était introduit dans ce lieu saint afin d'y commettre quelques larcins. Mais soudain, alors qu'il allait dérober un objet, la statue de la Vierge agrippa son poignet l'empêchant de s'enfuir tant l'étreinte était puissante. C'est le bourreau qui, aimablement, dégagea le malandrin d'un petit coup de hache. Et comme personne ne voulait de cette dextre coupée, on l'accrocha là comme décoration originale, et puis peut-être un peu aussi afin de dissuader d'autres voleurs. C'est en face de l'ambassade de France, dans le quartier de Malastrana, que se trouve le mur dit de John Lennon. Alors pourquoi un mur portant son nom alors que celui-ci n'est jamais venu à Prague, vous demanderiez-vous? Le leader des Beatles, de par ses positions, contre la guerre du Vietnam entre autres, devint vite une des figures de proue du mouvement Peace and Love, devenant de la même manière symbole de liberté, de paix et de contestation pour toute une génération, et plus particulièrement la jeunesse pragoise ayant subi les affres du régime communiste, l'avènement du printemps de Prague et la période de normalisation par l'URSS. Des graffitis et autres paroles de chansons apparaissent sur ce mur, devenant petit à petit un lieu de liberté d'expression et de rébellion pacifiste. Le premier dessin est apposé le 8 décembre 1980, soit le jour de l'assassinat de John Lennon. Et depuis, ils proliférèrent. La dernière légende que l'on vous contera aujourd'hui sera donc celle de la pauvre Brigitte, cette pauvre fille du quartier de Malastrana qui s'amouracha d'un sculpteur italien qui lui ne résista pas à ses charmes.
Ayant un doute de la fidélité de cette dernière, il la fit surveiller discrètement. Et, fou de jalousie, suite aux nombreuses révélations faisant apparaître sa dulcinée comme une championne de galipettes libidineuses, il lui mit un bon coup de pelle dans la tronche avant de l'avoir bien éventrée comme elle le méritait. Ah, la sale... Malheureusement pour lui, il s'avéra qu'il était un piètre planqueur de dépouilles, alors qu'il excellait en abruse. Condamné à mort, on lui accorda cependant une dernière requête, lui permettre de représenter Brigitte dans une dernière œuvre sculpturale. C'est ainsi qu'on peut retrouver dans une des chambres de la basilique Saint-Georges la statue de la Gourgandine, la figeant dans l'éternité non comme elle fut de son vivant, mais comme elle fut retrouvée après son décès, causé par heurtage d'objets de la famille des Bêches.